En quantité évidemment et aussi en qualité, je crois, pour ce débat qui a quelque chose évidemment d'inédit, puisque nous avons à cette table là-bas à gauche, à ma gauche, François Asselineau de l'UPR, à ses côtés Jean-Luc Pugeot des clubs Penser la France, Jacques Nikonov du MPF, Georges Gasto du PRCF et Jacques Homer du Front syndical de classe. On va être très organisé, je vais être très très méchante et je vais absolument réguler le temps et personne ne pourra me corrompre. Voilà. Les règles du jeu sont les suivantes. Je vais faire une petite introduction. Ensuite, il y a une prise de parole de 10 minutes pour chacun des intervenants qui sont à cette table. C'est Jean-Luc Pugeot qui commencera, suivi par Jacques Nikonov, Jacques Homer, Georges Gasto et François Asselineau. Ensuite, il y aura une demi-heure pour la salle pour des questions. Peut-être vous en prendrez moins. Dans ce cas-là, c'est pas bien grave. Et il y aura à nouveau entre 8 et 9 minutes pour chacun des intervenants pour réagir. Pourquoi autant de rigueur? C'est parce que nous devons avoir quitté ce lieu à 23h, dernier délai. Voilà. Je voulais commencer par excuser l'absence de Léon Landini, résistant, FTP Moy, qui devait venir ce soir. Je l'ai dit déjà à l'université d'automne pour ceux qui du LPEP qui participaient. Léon Landini est en train d'accompagner la compagne de sa vie dans ses dernières heures et il craignait que ça se produise au moment où il était avec nous. Et il nous a envoyé un message. Ce message, nous allons le lire à deux. Je vais commencer et c'est Georges Gasto qui continuera puisque Léon Landini fait partie également du PRCF et il a donc, il nous semblait quand même légitime de procéder de cette manière-là. Mesdames, Messieurs, chers amis, réactualiser le programme du Conseil national de la résistance et se battre pour la défense de son programme est un devoir auquel nous n'avons pas le droit de nous soustraire. Mais avant d'engager cette bataille, une question se pose. Peut-on toujours dire que ce programme conserve encore son caractère d'actualité? La réponse est oui, sans contestation. Bien sûr, il ne s'agit pas de réclamer immédiatement la mise en application de la totalité de ce programme, car la situation n'est plus la même. Mais il est certain que le programme demeure et constitue un tremplin dans la bataille contemporaine qu'il nous faut conduire. Ce sont les valeurs de caractère universel qu'il contient, la liberté, la démocratie, la justice sociale, la solidarité, la tolérance, le retour à la nation des grands moyens de production et d'échange, la nationalisation des banques et des assurances, l'indépendance nationale, dont la sauvegarde est un devoir indispensable à une époque où sont remises en cause toutes les valeurs de la résistance et de la République, jusque et y compris dans notre propre langue. Ce sont toutes les valeurs du programme du CNR que nos gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche, entre guillemets, s'acharnent à détruire. Sur ce problème, nous sommes conscients que malgré le changement politique survenu il y a 6 mois, nous n'avons aucune illusion à nous faire. Tant que nous resterons liés à l'Union européenne et à son euro, nos gouvernants, quels qu'ils soient, continueront d'appliquer scrupuleusement les lois qui leur sont imposées par Bruxelles, Francfort et Berlin, c'est-à-dire par la finance internationale. Nos gouvernants, convaincus qu'ils sont les plus forts, ne respectent en rien les volontés populaires. Rappelons-nous le référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution. Malgré une intense intoxication médiatique, 25 millions de Français avaient refusé cette Constitution qui devait aliéner notre avenir à des décisions prises hors de notre pays. 2 ans plus tard, Sarkozy, nouvellement élu président de la République, décida d'annuler ce référendum.
Pour ce faire, il organisa à Versailles un congrès auquel était invitée la totalité des députés et des sénateurs, et cela dans le but de faire avaliser un nouveau traité appelé traité de Lisbonne. Ce traité était la copie conforme de la Constitution que les Français avaient rejetée. Au cours de ce congrès, l'UMP et l'ensemble des sociodémocrates, à une grande majorité et sans aucune vergogne, acceptèrent ce nouveau traité en s'asseyant allègrement et antidémocratiquement sur le nom du peuple français. Aujourd'hui, alors que 80% de nos voix nous sont imposées par Bruxelles, que la France ne bénéficie plus de son indépendance nationale, nous sommes bien obligés de constater que la politique d'alignement sur l'Europe et sur l'euro que l'on nous impose est totalement antinomique de celle préconisée par le programme du CNR. En ce moment même, pour nous faire accepter cette aliénation de la France à l'Union européenne, nos gouvernants, étant une nouvelle fois grandement assistés par tous les grands médias, essaient de nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre issue et que nous devons nous plier à cette loi des reins. Veuillez pardonner le vieux résistant que je suis, mais cette façon de vouloir nous faire plier les chines et de nous imposer quelque chose que nous ne voulons pas me rappelle une période où on nous expliquait en long et en large et en travers que les Allemands étaient les plus forts et que nous n'avions qu'à nous soumettre car il n'y avait rien d'autre à faire. Le peuple de notre pays a démontré que même dans les moments les plus noirs, il y a toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, il nous appartient plus que jamais de reprendre en main le drapeau d'indépendance nationale et de démontrer que le peuple français a toujours su se débarrasser des chaînes et qu'il en sera de même cette fois-ci. Laisser mener cette bataille au seul Front National, héritier du pétainisme, serait une erreur stratégique importante et qui coûterait cher au peuple de notre pays. C'est nous qui devons mener cette bataille pour sortir de l'Union européenne et pour en sortir par la porte à gauche. C'est la seule façon de défendre le programme du CNR et de rendre ainsi hommage à toutes celles et à tous ceux qui sont morts sous la torture, sans lâcher un seul mot à leurs bourreaux, convaincus que leur sacrifice devait nous permettre de vivre dans un pays où les mots liberté, égalité, fraternité prendraient tout leur sens. Voilà le salut qu'on demande. Passer après un tel message, lourde tâche. Donc en préambule de ce débat, je vais dire quelques mots. Au nom du MPEP, évidemment, je ne me suis pas présentée, je suis Michel de Seine du MPEP. Les élections présidentielles et législatives du printemps 2012 marquent en France la fin d'une séquence politique et l'ouverture d'une nouvelle période à haut risque. Il a été mis un terme, enfin, au règne de Nicolas Sarkozy, le président de la République qui a fait honte à la France. Notre pays s'est affaibli, les inégalités se sont aggravées, la déliquescence générale a poursuivi son œuvre sournoise, alimentée par les politiques néolibérales, particulièrement celles venant de Bruxelles. La période qui s'ouvre, avec le contrôle total du Parti socialiste sur les institutions de la République, sera celle de l'accentuation de la crise et probablement de la dislocation politique au terme d'un quinquennat qui s'annonce mal. Rien, en effet, dans le programme de François Hollande ne donne l'espoir de voir régler les grands problèmes du pays. Au contraire, son allégeance à l'Union européenne, aux États-Unis et à l'Allemagne condamne tout progrès social, environnemental, économique et démocratique en France. Seuls de puissantes luttes syndicales et politiques pourront inverser cette tendance. Les classes dirigeantes mondialisées, les ultra-riches et leurs agents placés dans les médias, les entreprises, les administrations publiques et les partis politiques ont déclaré la guerre au peuple, surtout en Europe, avec le système de l'Union européenne et son funeste instrument, l'euro. Les coups d'État contre la souveraineté nationale et populaire se succèdent. Indépendance des banques centrales, création de la Banque centrale européenne, interdiction aux nations de disposer de leur propre monnaie et de leur propre politique monétaire, traité de Lisbonne, qui grave dans le marbre du droit l'obligation de mener des politiques néolibérales, rendant impossible toute politique de gauche. Le TSCG, qui vient parachever la tyrannie européenne en privant les parlements de leur souveraineté budgétaire. C'est le retour de l'esprit de Vichy, avec l'étalage des valeurs communes, affiché par certains dirigeants de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, à propos
du Front National, l'organisation de la division des citoyens par la construction patiente, méthodique, cynique et obstinée d'un racisme permanent, notamment par l'entretien d'une confusion entre appartenance religieuse et islam politique. Toutes les occasions étant saisies pour trouver des sujets exacerbant la peur. En parlant de guerre, nous ne comparons pas la situation actuelle à la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas pour nous de banaliser les dizaines de millions de morts ni la Shoah. Nous sommes néanmoins confrontés à une guerre, une nouvelle forme de guerre. Nous voulons insister sur le péril imminent qui menace notre pays, à l'instar d'autres pays comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Chacun doit en prendre conscience et remettre en cause ses routines et ses habitudes dans le domaine politique. Il faut faire face à cette guerre idéologique qui intoxique et formate, cette guerre sociale qui écrase les ouvriers et les employés, les jeunes, les retraités, cette guerre institutionnelle qui vise à éliminer le seul espace où les peuples peuvent encore plus ou moins s'exprimer, la nation. Cette guerre qui, à coup de désinformation médiatique, pénètre dans les cerveaux, vise à faire croire plutôt qu'à penser, aliène l'esprit critique de chacun et de chacune, le sens du collectif et de l'histoire, et renvoie chaque individu à lui-même. Face à cette situation, dont les mots font parfois défaut pour en exprimer la gravité, le MPEP réfléchit à en appeler à des actes politiques d'une ampleur que la politique traditionnelle semble incapable d'imaginer. Il est nécessaire de remonter dans le temps pour trouver des exemples dans l'histoire de notre pays, afin de décrire la dimension épique de ce qu'il convient aujourd'hui d'accomplir, à l'image de la bataille de Valmy, de celle des taxis de la Marne, du Conseil national de la résistance, de l'insurrection parisienne d'août 1944 et de la grève générale de 1968. Voilà les propos de préambule. Je passe la parole à Jean-Luc Pugeot qui représente les clubs Penser la France. Tu as ton... Il faut appuyer sur le... Oui, c'est bon. Donc mes premiers mots seront des remerciements. Je veux remercier ici Jacques Nikonov et Michel de Seine pour l'organisation de cette rencontre. Remercier le MPEP pour la qualité des échanges qui ont eu lieu durant cette université d'automne. C'est là une qualité rare, indispensable pour toute démarche de refondation politique que je veux saluer. Je veux aussi remercier tous ceux qui nous font l'amitié de partager cette tribune que je veux saluer. Vous nous demandez, un nouveau CNR est-il possible et nécessaire? Cette interrogation revêt pour moi un caractère prioritaire. Ce pour trois raisons que je vais tenter d'exposer sur la forme de trois questions. Première question, quelle est la nature profonde de la crise que nous vivons actuellement en France? Deuxième question, que faire? Le fameux que faire face à cette crise. Et troisième question, comment bâtir les nouveaux rapports de force politiques? C'est la fameuse interrogation pour un nouveau CNR. Quelle est la nature profonde de la crise que la France connaît actuellement? On rebat les oreilles des Français d'un mot, la crise. Endettement, taux d'intérêt, faillite, bulles spéculatives, j'en passe et des meilleurs, hedge funds, subprime, swaps, nous sommes tous devenus des experts, presque, des montages financiers, des échanges interbancaires, des marchés à terme, etc. Rajoutez à cela quelques catastrophes météorologiques, quelques débats sociétaux, le droit de vote des étrangers aux élections locales, ou le mariage des couples homosexuels, saupoudrez le tout de quelques faits divers sordides, rajoutez une pincée de détails croustillants sur la vie de nos puissants, les SMS de Madame Trier-Weiler pour alimenter le triangle amoureux avec François Hollande et Ségolène Royal, comme hier les SMS de Carla Bruni-Sarkozy et ceux de Cécilia. Tiens, c'est vrai, rien n'a changé, tout est écrit d'avance. On occupe notre espace mental par un storytelling d'envergure. Autrement dit, et je suis désolé de faire usage, de ce mot tranchant dont il faut reconnaître qu'il est fort clair, autrement dit, vous l'avez compris, on nous prend pour des cons. La crise que nous vivons est une crise autrement plus grave. Cette crise est d'abord et avant tout une crise éminemment politique. C'est aussi une crise profondément spirituelle. Je vais donc tâcher rapidement de la définir, si vous le permettez. Les Français le sentent bien.
La France n'existe plus vraiment. Nos gouvernants de gauche comme de droite n'ont plus aucun pouvoir véritable. Nous ne décidons plus pour nous-mêmes, nous n'avons plus de frontières, reste un peuple, une nation aux 4 vents ouverts. La France n'est plus dirigée, et ce ne sont pas les rodomontades du pauvre ministre Valls qui expulsent lamentablement quelques familles roms qui peuvent faire illusion. Au contraire, elles trahissent l'incompétence comme la vilainie exercée au nom d'une pseudo-république. Et ne parlons pas de la honteuse extradition ces jours-ci d'une Française vers l'Espagne. Ainsi, notre pays glisse à volo. Notre peuple conscient, pleinement conscient, quel peuple que celui de la France, notre peuple en souffre. Car aucun grand peuple n'aime à ne plus être dirigé, représenté que par des incompétents. Mais il y a pire. À cette crise politique d'abandon s'ajoute une crise plus grave encore, une crise spirituelle majeure. Dans le même temps où nos élites, je veux dire ces gens qui nous sont donnés pour tels, s'abandonnent dans la soumission et la corruption, dans ce même temps s'opère par des mécanismes d'une subtilité incroyable le plus grand des hold-up intellectuels de l'histoire de notre pays. Ferdinand Lott, l'historien, décrivant les conséquences de la défaite d'Alésia, la chute des tribus gauloises devant les légions de César, écrivait « Alésia, c'est beaucoup plus qu'une défaite. C'est la mort d'une âme remplacée dans le même corps par une autre âme, ou si c'est la même âme, c'est une âme vidée de tout souvenir, une âme dont la mémoire est abolie, d'autres lois, d'autres usages, et ce qui est pire que tout, une autre langue, vont la remplir. Nous vivons actuellement en France une nouvelle défaite magistrale devant une Rome toute symbolique. C'est la fin de la France, c'est-à-dire le changement profond de notre identité par la mutation même de notre âme collective, l'âme de la France. Alors, il faut nous interroger. Mais c'est quoi la France ? La France est bien sûr le fruit de son histoire, mais tout autant de sa géographie. La France est un pays carrefour, ouvert, et ne doit donc sa résistance autant à l'histoire qu'à une puissante idée, celle d'un vouloir vivre ensemble exigeant, idée faite d'équilibre, de tempérance et de tolérance. La France, c'est d'abord et avant tout l'équilibre. Héritière de cet esprit latin qui nous a tant donné, le modèle français est un modèle de partage entre sphère du privé d'une part et sphère du public d'autre part. En France, ce qui relève de l'un est séparé de ce qui relève de l'autre. Ce modèle n'a rien à voir, strictement rien à voir, avec le modèle anglo et saxon, aujourd'hui importé par l'idéologie néolibérale. Là où les Français sont attachés à la notion d'intérêt général, notion supérieure garantie par l'État, c'est son rôle, les anglo et saxons affirment, eux, que la société est faite de la somme des intérêts particuliers. Pour eux, tout a un coût, tout peut être source de profit. Pour nous, Français, il existe des biens dont la valeur est inestimable, que l'on ne peut résumer à un coût, encore moins les exploiter pour réaliser des profits. Eux privatisent tout, nous affirmons l'existence de biens inestimables. La santé, la vie, l'éducation, les routes, les hôpitaux, ça n'a pas de prix. Pour eux, tout s'affiche, sexualité et croyance. Pour nous, sexualité et religion sont affaires privées. Ce sont ces valeurs, c'est ce modèle que la République a pour mission de protéger. C'est au nom de ce modèle que des jeunes gens se sont engagés à l'aube de leur vie dans la résistance. Écoutez-les témoigner. Ils vous le disent encore aujourd'hui, nous voulions un monde meilleur fait de justice et de partage pour les générations futures. Alors nous devons nous interroger. Qu'avons-nous fait de cet engagement? Que faisons-nous de leurs promesses déposées pleines de larmes au pied du lit de leur sacrifice? Que faisons-nous, indignes que nous sommes au souvenir du sacrifice de ces hommes? Alors oui, aujourd'hui, nous assistons à la fin de la France. Non pas tant que les Français aient dit oui, c'est bien sûr le contraire, nous assistons en direct au viol de la France. Nous vivons en direct le forçage d'un modèle sur un corps qui n'en veut pas. Car quoi? Le 29 mai 2005, les Français ont dit non. Ils n'ont pas dit oui mais non, ou non mais oui, ils ont dit un non clair et cinglant. Et 2 ans après, à peine, voilà qu'un Parlement corrompu valide le même texte infâme. La nation a été là, victime de la plus honteuse des forfaitures. Il faudra juger ces hommes-là. Ce jour viendra et nous serons impitoyables. Tous en prison pour médiocrité, pour reprendre les termes célèbres de Monterland. C'est le viol, c'est de ce viol dont la France est aujourd'hui politiquement malade. Et c'est de cette maladie dont les Français sont atteints en silence. En silence, eh bien reprenons la parole. Faisons nation, faisons démocratie. Face à cette crise politique et spirituelle, il faut que le peuple de France reprenne en main le destin de la nation. Pour quel programme? Et c'est là, bien sûr, ma seconde interrogation. Pour nous, penser la France, un programme s'impose en 3 points.
Il faut libérer la France, relever la nation, réussir la République. Premier point, donc libérer la France. Retrouver l'indépendance de la France, cela veut dire recouvrer toute notre capacité à décider dans le seul intérêt de la nation. Nous connaissons tous les attributs de la souveraineté définis depuis la Renaissance par Jean Baudin. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Tous ces attributs ont été perdus par la France. Il nous faut les retrouver. Pour cela, nous devons sortir de l'OTAN et dire non au bouclier antimissile américain, sortir de l'Union européenne, cette nouvelle nef des fous, sortir de l'euro. Il n'y a pas d'alternative possible à ce triptyque. Il nous faut également relever la nation, c'est-à-dire réapprendre la France, réapprendre les valeurs communes supérieures qui fondent la France. Éduquer nos concitoyens les plus jeunes à l'esprit des Lumières, plein de promesses. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Désolé, ça a quand même plus de gueule que « In God we trust », non? Nous devons combattre avec la plus grande fermeté tous les communautarismes possibles et inimaginables. Nous devons réaffirmer avec force cette évidence, le communautarisme, c'est du racisme. Nous devons ensuite réussir la République, c'est-à-dire remettre la République partout. Nous devons faire priorité autour de ce message comme mot d'ordre. Nous devons restaurer la République en tout lieu pour tous les hommes. L'ordre républicain comme la justice républicaine. C'est cela que nous appelons, nous, l'hyper-république. C'est la volonté de faire nation avec tous ceux qui adhèrent au pacte républicain, aux valeurs supérieures de notre humanité, au nom d'une idée élevée de la France. Alors, comment mettre en œuvre ce programme? Comment bâtir une nouvelle force politique? C'est mon troisième point. Comment faire? C'est le fameux nouveau CNR. L'ensemble des partis politiques français sont aujourd'hui corrompus par le système. Nous n'avons plus rien à attendre des partis politiques actuels. Nous le savons, la social-démocratie et la droite financière sont vendues au néolibéralisme. Le Front National protestataire a toujours été un parti ultralibéral regardant vers Washington, qui plus est différentialiste et non universaliste. Alors, nous allons devoir inventer. Le salut seul viendra du peuple de France, agrégé autour des fondements républicains plus que républicains. Nous allons devoir revenir aux fondamentaux, renouer avec l'esprit de la France, l'esprit de la République. Il nous faut donc travailler à l'émergence d'un front commun, alliant force progressiste, force de l'ordre et de la tradition. Nous devons aujourd'hui allier le meilleur de la gauche avec le meilleur de la droite. Nous devons réveiller la France, la rééduquer à l'essentiel. Comment? Il nous faut retrouver le goût du danger, le goût de l'aventure, les défis à la peur, la dignité de la vie et de la mort, toutes ressources d'intelligence et des âmes qui s'étiolent précisément dans la servitude. Cet esprit, la France l'a connu dans un passé récent. C'est celui qui habitait les hommes du Conseil national de la résistance, conjuguant leurs différences au nom de l'intérêt supérieur de la France, au nom d'une idée élevée de l'homme. Quelle force portée par ces hommes hors du commun, qui s'impose à l'esprit comme une évidence, parce qu'elle a pour elle la force accablante de l'unanimité républicaine, pour reprendre les termes de Jaurès. Alors, serons-nous dignes de ce combat? Sommes-nous encore capables du beau sursaut de la colère, pour reprendre l'interrogation magnifique du grand résistant Jean Cassou? Nous sommes tous réunis ce soir pour répondre tous ensemble un grand oui. Sachez simplement, chers compagnons et chers camarades, que plus que jamais, le peuple de France attend que nous soyons à la hauteur de cette espérance, celle qu'il porte depuis si longtemps en son cœur. Cette espérance, c'est l'espérance à la France, dans le génie de la France. Alors oui, retrouvons foi en la France et tout redeviendra limpide. Vive le nouveau CNR. Jacques, 10 minutes. Bien, mesdames et messieurs, chers amis et camarades, à la question « Un nouveau CNR est-il possible ?» au nom du LPEP, je réponds évidemment oui. Et à la question « Un nouveau CNR est-il nécessaire ?» au nom du LPEP, je réponds encore oui. J'ajoute même qu'un nouveau CNR est indispensable. Bien sûr, pour nous, il ne s'agit pas de reproduire les choses à l'identique. Le CNR, le Conseil national de la résistance, est unique. Il n'est pas reproductible. Et d'ailleurs, ce serait une immense tromperie.
une insulte aux anciens résistants, une banalisation de leur sacrifice que de prétendre, par autoproclamation, que tels ou tels constitueraient le ou un nouveau CNR. Plus modestement, mais avec la même ambition, la même rage, la même détermination, la même fureur, nous voulons libérer notre pays des envahisseurs d'aujourd'hui. Bien sûr, ce ne sont pas les nazis, et je n'assimile évidemment pas les envahisseurs d'aujourd'hui à ceux d'hier. Qui sont les nouveaux envahisseurs? Ce sont les hommes en noir de la Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international. Ils sont en Grèce, ils sont au Portugal, ils sont en Espagne, ils sont en Irlande, ils sont à nos portes. Ils sont là pour maintenir l'ordre néolibéral, je dirais même l'ordre euro-libéral. Ils sont là pour torturer les peuples, pour les écraser, les affamer. Ils sont là pour éteindre la démocratie, petite lumière si fragile et vacillante. Alors oui, nous voulons être fidèles à l'exemple héroïque des résistants de 1939-1945. Ils ont su, au-delà de leurs différences et divergences politiques, s'unir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était la libération du territoire, pour permettre à la nation, au peuple, à la République, à la France, de repartir de l'avant. Camarades communistes, vous avez toujours combattu pour l'indépendance des peuples, ceux des colonies, et le peuple français, évidemment. Poursuivez cette lutte dans les conditions d'aujourd'hui, pour l'indépendance nationale, pour sortir de l'ordre néolibéral mondial et de ses piliers qui sont le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, l'OTAN et l'Union européenne, qui est un pilier de l'ordre néolibéral mondial. Camarades communistes, venez avec nous, compagnons gaullistes. Vous n'acceptez pas la transformation de la France en colonie des oligarques européens. Rejoignez-nous, républicains, démocrates, patriotes, syndicalistes, citoyens de toutes origines et de toutes conditions. Rassemblons-nous pour donner enfin à ce pays la perspective politique qui lui fait si cruellement défaut. Car si nous invoquons le Conseil national de la résistance, ça n'est pas dans un but commémoratif. C'est pour provoquer un choc politique, pour ouvrir une perspective, y compris électorale. On entend dire parfois, l'avion de l'euro et de l'Union européenne a décollé, on ne va quand même pas sauter par le hublot. Non. L'avion de l'euro et de l'Union européenne ne nous transporte pas vers des îles paradisiaques du Pacifique. C'est une bétaillère qui nous conduit à l'abattoir. Et donc il faut se sauver le plus vite possible. On entend dire aussi, ce que vous dites est trop brutal, trop direct, ça fait peur, c'est anxiogène, c'est trop violent, c'est trop compliqué, c'est impossible, etc. On nous dit sortir de l'euro, bon, pourquoi pas, mais sortir de l'Union européenne, vous n'y pensez pas. Mesdames et messieurs, chers amis et camarades, qu'est-ce qui était le plus difficile? Chasser les nazis en 1944 ou sortir de l'euro et de l'Union européenne dès que ce sera possible? Rappelons-nous ceci. En 1934, les fascistes menaçaient la République.
Et en 1936, c'était le Front populaire. En 1942, l'occupation nazie était à son apogée. Et en 1944, c'était la libération. Les bases de l'État social étaient alors créées. Est-il nécessaire de rappeler ici que si modèle social il y a, c'est celui issu de la résistance et de la libération. Il n'y a pas de modèle social européen. Tout l'effort, au contraire, du système de Bruxelles est de briser l'acquis social et démocratique de la résistance. Si nous nous inscrivons dans l'exemple et la tradition du Conseil national de la résistance, ce doit être sur la base d'un programme. Et permettez-moi de rappeler quelques dates symboliques de l'œuvre de reconstruction entreprise entre 1944 et 1947. Car c'est la même ambition que nous devons porter aujourd'hui. En 1944, le 5 octobre, droit de vote des femmes. Le 18 octobre, ordonnance sur les profits illicites réalisés sous l'occupation. Le 6 novembre, lancement de l'emprunt de la libération. 18 décembre, nationalisation de la marine marchande. En 1945, 22 février, création des comités d'entreprise. 4 et 19 octobre, création de la sécurité sociale. 2 décembre, nationalisation du crédit. En 1946, 21 février, rétablissement de la loi des 40 heures de travail. 29 mars, nationalisation du gaz et de l'électricité. 22 juillet, hausse de 18% des salaires. En 1947, 31 mars, création du salaire minimum vital. 23 décembre, loi sur le prélèvement exceptionnel sur les hauts revenus. Voilà ce qu'il faut à notre pays. Et pour y parvenir, il faudra reconquérir notre indépendance nationale, sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne. N'ayons pas peur. La déchéance, le ramollissement des volontés, la médiocrité, le cynisme, l'hypocrisie, le renoncement, l'acclimatation morbide à l'absurde et aux injustices, le mépris, ne pourront pas gagner en France. Même s'il existe naturellement une peur du vide, même s'il existe un vertige face à la complexité de la situation. Mais il faut dire la vérité, toujours, quel que soit le prix de cette vérité. Le peuple français saura se réveiller, se ressaisir, résister. Et déjà, il se réveille, il se ressaisit, il résiste. Jackie Aubert, du Front syndical de classe. Voilà, il marche, tu peux défaire. Ça marche? C'est bon? Mesdames, Messieurs, chers amis et camarades, tout d'abord, je remercie les organisateurs, en particulier Jacques pour l'invitation. Le Front syndical de classe va essayer d'apporter sa voix en tant que rassembleur syndical et en toute indépendance des groupes politiques ici présents. La question qu'un nouveau CNR est-il possible et nécessaire? Tout d'abord, un constat s'impose concernant cette double question. Le peuple de France, dans sa grande majorité, souffre, que ce soit la jeunesse, ceux qui n'ont pas de travail, les retraités et les salariés, de plus en plus exploités et démunis. Certains d'entre eux sont au bord du suicide, tant l'exploitation capitaliste, à des fins de rentabilité financière, est rude et agressive envers l'individu, la nation et nos acquis. À cet effet, le Front syndical de classe
pour un nouveau CNR répond par trois points. Le premier, nous y voyons là un intérêt de classe urgent. Le second, le rôle des syndicalistes de lutte sera valorisé et prépondérant sur le lieu de travail dans une perspective de rassemblement et du tous ensemble. Pour l'avenir, chacun va se retrouver devant un choix entre celui de la défaite définitive, avec un recul de plus d'un siècle, ou la victoire revendicative pour l'ensemble du peuple. Historiquement, c'est bien dans un tel climat, et quelque temps avant la grève insurrectionnelle, que le CNR s'est créé en mai 1942. Il était porteur de revendications révolutionnaires. Il rassemblait tous ceux qui voulaient se libérer du joug nazi, sauver la nation et changer de société, vivre mieux et autrement, élité sur des bases de classe. Certes, la situation n'est pas celle du début des années 40 avec une occupation physique et criminelle du pays, mais d'autres paramètres sont bien identiques, tant au niveau économique que politique. L'euro constitue une occupation monétaire destructive depuis 2002 et le joug allemand est bien présent, principalement depuis le retour du pays dans l'OTAN. Occupation de l'oligarchie financière au tout pouvoir, le grand patronat, les héritiers des maîtres des forges des années 40 qui collaboraient avec l'occupant ont actuellement leur héritier au MEDEF, ex-CNPF. Ils veulent toujours plus, comme pendant l'occupation. Voyez ces meneurs du CAC 40, pas du couac, hein. Relancer le gouvernement à coup de besoin de milliards d'euros, exiger plus de productivité, l'augmentation du temps de travail, moins de salaire, d'emploi, en voulant supprimer tous les acquis de 36, 45 et 68. La France a besoin d'une réunification syndicale sur des bases de classe. L'avenir de la nation, de nos enfants, de nos petits-enfants, des services publics, de la santé au-delà l'exige. Cette Europe nous fait mal, très mal. Ceci étant la réalité du terrain, l'ignorance et le manque de repères syndicaux de classe est bien présent. De ce fait, la collaboration syndicale fait rage à de nombreux niveaux, et principalement au niveau de l'Union européenne. Cela déplaît à certains, mais nous ne pouvons faire l'impasse du rôle syndical dans ce processus d'intégration des forces du travail et de leurs représentants syndicaux pour la paix sociale dans l'intérêt du grand capital mondialisé. À ce titre, nous dénonçons le rôle joué par les organisations internationales. L'ACES, elle fut constituée en 1973. La CGT avait écrit « Cette organisation pouvait être le lieu de rassemblement de l'ensemble des forces syndicales face à la coalition patronale, des gouvernements et des sociétés multinationales. » Par la suite, une réponse fut faite à la CGT en juin 1980 à sa demande d'affiliation qui en dit long. Considérant vos conceptions fondamentales de la société et du rôle des syndicats dans cette société, votre pratique politique et votre affiliation syndicale internationale, sous-entendu la FSM, à l'heure actuelle, vous ne répondez pas aux critères qu'il a été arrêté, surtout en ce qui concerne les critères fondamentaux. Par conséquent, une adhésion de votre organisation causerait plus de tort à la cohésion interne qu'elle apporterait des renforts à l'impact de la politique de la CES. Pour être à la CES, il faut donc être réformiste, collaborer et aider des partenaires sociaux bien dociles pour implanter un syndicalisme de consensus. Or, la réalité du terrain ne s'efface pas comme cela et les masses poussent. À cet effet, la Suède bouge. Le 9 octobre, on l'a bien vu, avec la nouvelle Fédé Europe Métallo, puis la grève qu'on présente pour l'Espagne, le Portugal, le 14 novembre. Pour la France, ce 14 novembre, l'action dictée par Thibault depuis Bruxelles, dont le thème principal est promouvoir l'Europe sociale, un héritage de longue date, met en lumière toutes nos inquiétudes, ce pour plusieurs raisons. Rappelons que Delors fut conseiller de la CFDT avant de devenir celui du Premier ministre gaulliste Chaban-Delmas. Et à ce titre, l'inventeur des fameux contrats de progrès, qui visait déjà à associer les syndicats à la gestion des entreprises, a avancé dans la voie de l'intégration. C'est un pionnier de l'association Capital Travail qui présida la Commission européenne à partir de 1985. Depuis Maastricht, les dirigeants de la CES furent étroitement associés à l'élaboration du traité constitutionnel européen, le TCE. Donc Giscard s'est empressé de faire le service après-vente au congrès de la CES en 2003 à Athènes. En France, dans le cas français, le correspondant privilégié de la CES fut historiquement FO, puis la CFDT quand elle revient sur ses bases idéologiques de l'ex-CFTC en 1978. Côté CGT, le processus de ralliement à la CES a débuté en 1995, avec son retrait de la FSM,
C'est finalement en 1999 qu'à la Confédération rejoignit la CES, peu après l'arrivée de Bernard Thibault au secrétariat général, avec une équipe de choc renforcée à ce jour par des consultants en tout genre. Il n'en demeure pas moins que la direction confédérale de CGT a désormais pris toute sa place dans la CES. Un représentant CGTiste que je connais bien, cheminot comme moi, Joël Le Caillon, a fort bien œuvré dans ce sens-là. Oui, l'Union européenne est une entente, une association des grands capitalistes en vue d'essayer de surmonter leurs contradictions et de renforcer leur puissance sur le dos des masses exploitées. Cela, c'était Benoît Frachon qui l'écrivait en 1962. Pour être plus direct, nous dirons au FSC, nous avons affaire à une association de malfaiteurs. Et il faut savoir... Merci, vous me permettez de vous Je te remercie, Michel, de ton impartialité. Pour exemple, je disais donc les malfaiteurs. Pour exemple, Bernard Arnault, première fortune de France, et 4e du monde, annonce qu'il veut aller rejoindre ses pairs en Belgique, à commencer par son vieil ami, le baron et le grand capitaliste Albert Frère. Il montre à tous qu'il n'a qu'une patrie, celle du fric et de son intérêt de classe. Comme les émigrés de 1792, comme le patronat français durant la Seconde Guerre mondiale, se rangeant de manière décomplexée derrière Hitler. Ne cherchons pas très loin. Si le grand patronat a toujours crié plutôt Hitler que le Front populaire, en faisant le choix de la défaite, s'il était absent du Conseil national de la résistance, c'est qu'entre 40 et 44, les profits, c'était Hitler. C'est ce même capital, vaincu et vainqueur, réunifié par les exigences de l'accumulation de la lutte contre le mouvement ouvrier, qui a conçu la construction européenne. Cette lutte de classe planifiée et menée activement est reconnue, voire revendiquée par ses promoteurs et ses profiteurs. Je parle de la lutte de classe. Il s'agit de Warren Buffett, 3e fortune du monde, juste devant Arnault. Il déclarait en 2005. Il y a une guerre des classes. C'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. Aujourd'hui, nous en sommes là. Il fut un temps où les plus grandes forces syndicales rendaient coup par coup, et par exemple, n'hésitez pas à mener campagne ouverte contre l'Union européenne, née du traité de Rome en 1957. La CGT dénonçait ces mensonges et mis à jour le caractère impérialiste de cette opération des monopoles. Démasquer le subterfuge, expliquer que les États-Unis d'Europe n'est qu'une simple association réactionnaire d'exploiteurs. Voilà ce que disait une nouvelle fois mon camarade Benoît Frachon, et je pense que c'est camarade aussi de d'autres personnes ici dans cette salle. Un demi-siècle plus tard, Benoît Frachon et la CGT avaient-ils raison ou tort? Les constats répondent de lui-même, régression sociale tous azimuts et recul de civilisation. À ce titre, le mouvement syndical doit combattre l'Union européenne, sa monnaie unique, et quitter son appendice, la CES et mondialement la Confédération syndicale internationale, qui est l'alliance du Vatican et de la CIA. Merci. L'histoire revient, j'en terminerai là-dessus, l'histoire revient à grands pas, depuis le plan Marshall 1947, naissance de FO. Nous avons une chance historique à saisir. Certes, la tâche sera rude, l'adversaire est solide, mais moins nombreux que nous. Notre société n'a plus de repères, plus d'objectifs. Reconquérir la confiance et ouvrir les yeux d'un plus grand nombre avec un nouveau CNR, c'est possible, en excluant bien évidemment, et je le dis dans la salle pour le Front syndical de classe, l'extrême droite et le MEDEF. Pour finir, permettez-moi ces quelques mots de notre jeune camarade CGT, 17 ans, Guy Moquet, et pas joueur de rugby, qui fut fusillé avec d'autres camarades CGTistes par les nazis à Châteaubriand. Les camarades qui restaient, soyez dignes de nous qui allons mourir. S'il vous plaît, faites quelque chose pour qu'on ne soit pas mort pour rien. Honneur à ces camarades, relevons le défi si vous le voulez bien, et tous ensemble, merci. Merci Jacques Kiomer, François...
Georges Gasto, je suis tout le bout de versifié là. Oui, Georges Gasto, donc, du PRCF. Citoyens, citoyennes, compagnons et camarades, c'est avec une profonde émotion empreinte d'esprit de responsabilité que je prends la parole au nom du PRCF à l'occasion de ce meeting historique organisé à l'initiative du MPF. Le PRCF, pôle de renaissance communiste en France, inscrit pleinement son action dans la continuité, voire dans la filiation de militants communistes clandestins, et je pense tout particulièrement à Jacques Duclos, à Benoît Frachon cité par le précédent intervenant, ou à Pierre Villon, qui s'engagèrent pour la mise en place du premier CNR. Il ferait beau voir qu'on accuse le PRCF et les personnes ici présentes de récupérer le CNR, alors que notre modeste mais solide organisation comporte des résistants communistes de premier plan tels que Léon Landini, dont on a parlé tout à l'heure, figure de proue des FTP-MOI, Arsène Chakarian, ultime survivant du groupe Manouchian, Pierre Pranchère, combattant des maquis de Corrèze et libérateur de Tulle, Jeanne Colette, qui fit la navette pendant la guerre entre le PCF clandestin et l'internationale communiste elle-même clandestine, qui était alors sise, ironie de l'histoire, à Bruxelles, Henriette Dubois-Gasto, dite Nelly, figure de la résistance communiste dans les Alpes-Maritimes, ou Raymond Camus, auquel je rends un hommage appuyé ici à Aix-en-Provence. Raymond Camus, qui était un FTPF d'Aix, qui combattit pour la libération de la Provence sous les ordres directs de Charles Tillon, et cet homme, nous venons de le perdre tout récemment. Mais si important que soit le souvenir, c'est au futur que s'écrivent aujourd'hui les trois lettres CNR. Ces trois lettres qui portent l'espoir d'une véritable alternative populaire, patriotique, internationaliste, progressiste, pour notre peuple menacé de terribles régressions. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau CNR, quelle qu'en soit demain l'appellation effective? Pourquoi un nouveau CNR? La réponse nous est apportée, à contrario, par le MEDEF. Il faut lire, en particulier, le manifeste du MEDEF qui s'intitule « Besoin d'air », A-I-R-E, qui a été publié en 2011, dans lequel l'organisation patronale explique tout simplement que l'heure est venue pour elle de mettre un point final à l'histoire de France. Il est dit en effet dans ce texte monstrueux qu'il faut reconfigurer les territoires, c'est-à-dire diviser la République une et indivisible en une multitude de régions qui seraient rivales et concurrentes les unes des autres, qu'il faut multiplier les transferts de souveraineté vers Bruxelles et même en pointillé vers Berlin. Il est dit également qu'il faut de toutes les manières possibles et imaginables constituer ce nouvel empire européen qui n'aura plus effectivement de démocratique que l'appellation. C'est véritablement le point final qu'il s'agit ici de mettre à l'indépendance de notre pays, mais plus encore, veillons-y bien, à son existence même. Et quand nous avons un tel adversaire de classe en face de nous qui dit qu'il faut liquider la France et qu'il faut liquider la nation, nous communistes qui défendons la classe ouvrière, qui défendons le monde du travail, nous ne verrions pas, nous serions aveugles à la signification, à l'enjeu de classe, qui est aujourd'hui la démolition de notre pays. Plus que jamais, il y a un lien entre la défense de la nation et la défense du monde du travail, comme il y a un lien en sens inverse entre la démolition de la France par les forces de l'oligarchie financière et leur volonté d'opprimer au maximum les forces populaires et le monde du travail. Il faut ici, chers amis, chers camarades, chers compagnons, voir de façon très précise qu'il y a une deuxième raison qui nous oblige à construire une organisation ou un regroupement du type de celui du CNR. Et cette deuxième raison, c'est que le peuple de France est actuellement pris en étau, pris en tenaille, entre d'une part les forces du parti maastrichtien unique, le PMU, qui contient à la fois le parti entre guillemets socialiste et l'UMP, ces deux partis qui alternent au pouvoir pour mettre toujours en place la même politique, quels que soient les changements d'hommes, c'est-à-dire la destruction du pays et la construction de l'empire européen néolibéral. Ça, c'est la première mâchoire, en quelque sorte, de cette tenaille, de cet étau qui détruit la France. Quant à la deuxième mâchoire de cet étau, eh bien, c'est le regroupement idéologique qui est en train de se faire sur des bases ultra-réactionnaires, xénophobes, fascisantes, autour de ce que j'appelle quelquefois l'UMPEN, c'est-à-dire le regroupement de
ce qu'il y a de plus réactionnaire dans l'UMP, autour de Sarkozy, de Copé et ainsi de suite, et du Rassemblement Bleu Marine de Marine Le Pen. Le peuple de France serait donc sommé de choisir entre la destruction de son pays, entre l'abolition de son indépendance nationale, ça c'est le versant maastrichtien, et de notre côté, eh bien ce petit parti à la française qui est en train de se constituer comme une alternative fascisante à Hollande et à sa politique d'austérité. Évidemment, ce choix est un choix complètement pipé, un choix mortel, et il nous faut à tout prix casser cet étau, il nous faut à tout prix casser la figure du crocodile qui est en train de nous avaler entre les deux mâchoires de l'UMP et du PMU. Et comment faire pour cela? Eh bien, il faut en effet mettre un terme à cette opposition qu'une partie de la gauche a cultivée, hélas, d'une façon catastrophique, entre le drapeau tricolore, le drapeau de la nation, la Marseillaise, l'hymne national, d'un côté, et de l'autre côté, l'international, le chant ouvrier international qui est né en France, je vous le rappelle, qui a été écrit par Eugène Potier sur l'air même de la Marseillaise, soit dit en passant, et le drapeau rouge, le drapeau international des ouvriers. Lorsque le peuple de France a su tenir dans ses mains ces deux drapeaux, lorsqu'il a su chanter tout à la fois l'international et la Marseillaise, comme c'était le cas le 14 juillet 1935, à l'appel de Jacques Duclos au stade Buffalo pour le meeting fondateur du Front Populaire, le peuple de France a marqué les plus grands points de son histoire. Lorsque pendant la résistance, au moment de la libération, il a su tenir en main le drapeau de l'indépendance nationale, celui du progrès social, il a marqué les plus grandes avancées de l'histoire nationale avec le caractère universel des conquêtes de 1945-1947, avec à la tête du pays à l'époque le général de Gaulle et les ministres communistes dont on oublie criminellement le nom aujourd'hui et qui ont mis pourtant en place la sécurité sociale, Ambroise Croizat, le statut de la fonction publique, Maurice Sorel, les conventions collectives, Ambroise Croizat, la Sécu encore, Ambroise Croizat, Marcel Paul, la nationalisation de l'EDF et de Renault, j'en passe, et d'autres de première importance, François Billoux en particulier pour la région Provence-Côte d'Azur où nous sommes. Effectivement, lorsque nous serons capables de reprendre en main ces deux drapeaux, de ne pas les opposer, de faire en sorte que la lutte pour le progrès social et pour l'indépendance nationale marche à nouveau du même pas, nous créerons irrésistiblement une alternative qui permettra de briser cette mâchoire qui se referme sur le peuple pour créer véritablement les conditions d'un nouvel élan du type de celui qu'avait su créer le CNR à la grande époque. Pour cela, il nous faut une grande alliance dans laquelle je pense qu'on pourra effectivement voir au centre le monde du travail, comme c'était déjà le cas dans le libellé même du programme du Conseil national de la résistance. Pour la raison très simple que le monde du travail, en se défendant, défend la France, et qu'en défendant la France, il se défend lui-même. Il est donc normal qu'il soit en quelque sorte au centre de notre attention, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres forces, et c'est pour ça que notre rassemblement est forcément pluriel. Il y a aussi dans ce pays des petites et moyennes entreprises qui sont écrasées par l'oligarchie financière et qui ont intérêt, elles aussi, à préserver le cadre national. Et il y a plus généralement tous ceux, quelles que soient leurs conditions sociales, qui sont tout simplement attachés aux valeurs des Lumières, aux valeurs de la République, et qui ne veulent pas qu'elles soient broyées dans ce que Marx appelait, ou qu'elles soient noyées dans ce que Marx appelait les eaux glacées du calcul égoïste de la mondialisation actuelle. Il me semble à partir de là que nous devons faire avancer un certain nombre de principes. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir en tête que le programme du CNR, nous ne pourrons pas le remettre en place, même actualisé, sans sortir de l'Union européenne, sans sortir de l'euro, sans sortir de l'OTAN, tous ces broyeurs d'acquis sociaux, tous ces broyeurs d'indépendance nationale. Il me semble également que quand la France aura reconquis son indépendance nationale, il faudra qu'elle serve cette indépendance nationale à faire avancer la coopération internationale. Pensez aux pays de l'Alba, d'Amérique latine, qui tout en récupérant leur indépendance nationale autour de Cuba, autour du Venezuela, autour de la Bolivie de Morales et d'autres, pratiquent l'échange à égalité et loin de la concurrence libre et non faussée de Maastricht, ce dépeceur de peuple, ce dépeceur d'acquis sociaux et de souveraineté nationale. Il est aussi extrêmement important, bien entendu, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Omer, que nous soyons très vigilants par rapport au racisme, à l'extrême droite et à toutes les formes d'exclusion qui sont mises en pratique aujourd'hui. Car il n'y a pas lieu une seconde de frayer le moins du monde avec ces gens qui défigurent l'idéal même de la République et de notre pays. Rappelez-vous qu'en 1940, l'extrême droite
elle était à Vichy, elle était du côté des pétainistes, elle était du côté des hitlériens. Il est également donc extrêmement important de faire en sorte que nous ayons en tête qu'il n'y aura pas de véritable lutte pour l'indépendance nationale si nous ne récupérons pas dans ce pays la maîtrise de notre économie, ce qui signifie effectivement mettre en terme à la domination des banques et pour cela nationaliser le crédit et les assurances, comme le demandait le programme du Conseil national de la résistance, nationaliser les grandes entreprises stratégiques dans le but de réindustrialiser ce pays et de faire en sorte que cesse ce scandale, que des milliers, des millions d'ouvriers n'ont plus leur place dans notre pays, sont traités comme des parias, sont marginalisés, ce qui est à la base de la principale crise que vit le pays à l'heure actuelle. Oui, quand je défends l'indépendance nationale en tant que communiste, j'ai conscience de défendre d'abord la classe ouvrière, avec tout ce qu'elle a pu apporter dans ce pays, avec le fait que, comme François Mauriac, écrivain gaulliste, le disait pendant la guerre, seule dans sa masse, elle est restée alors fidèle à la France profanée. À partir de là, eh bien, amis, camarades, compagnons, il est important de dire qu'il y a pour nous plusieurs orientations nécessaires. Bien entendu, le plus large regroupement sur des bases républicaines, internationalistes et progressistes, mais également, ça concerne plus spécifiquement le pôle de Renaissance communiste, eh bien le travail pour remettre en place dans ce pays un véritable parti communiste qui fasse le poids, car rappelez-vous que dans ce pays, quand il y avait un grand parti communiste patriote lié à la classe ouvrière, eh bien le MEDEF était tenu en respect et les fascistes rasaient les murs. Enfin, il n'y a pas lieu de croire, il n'y a pas lieu de craindre qu'un large rassemblement national, unissant tous les patriotes, tous ceux qui, d'une certaine façon, ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas, comme disait Aragon, ceux qui veulent d'une manière ou d'une autre, effectivement, servir leur pays, servir la belle, aujourd'hui non plus prisonnière des soldats, mais prisonnière de la Troïka, et bien faire en sorte, effectivement, que tous ces gens se regroupent. Ce n'est pas un danger pour la République, ce n'est pas un danger pour les libertés. C'est le contraire. C'est si nous n'employons pas, nous les progressistes, nous la vraie gauche, nous les francs communistes de ce pays, le drapeau de l'indépendance nationale, que nous allons créer un boulevard pour l'extrême droite, pour les fascistes, et que nous aiderons tout au contraire Marine Le Pen et son rassemblement bleu marine avec Copé derrière à démolir tout ce qui a été construit dans l'héritage des Lumières. C'est pour ça que finalement, il me semble tout à fait central que nous puissions faire avancer ce projet de façon plurielle, de façon collective, de façon unitaire, vers un nouveau CNR, de façon que revivre en France, mais aussi dans le monde à travers la France quand elle aura reconquis son indépendance nationale, le grand idéal des Lumières communes qui démarre avant la Révolution, mais aussi celui qui suit la Révolution, celui pour tous, pour le monde entier, pour la France et pour le monde entier, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. François Asselineau, c'est à vous, 10 minutes. Bonjour, je suis content de faire partie de cette réunion en tant que président fondateur de l'Union populaire républicaine que j'ai créée le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire jour pour jour du traité de Rome du 25 mars 1957. C'est une date à laquelle je tiens, puisque si j'ai créé ce mouvement politique avec d'ailleurs bien des vicissitudes, puisque tout le monde m'a mis des bâtons dans les roues, je n'avais le soutien de personne, j'ai invité 87 journalistes à venir, et 0 sont venus. Si j'ai créé ce mouvement, ce 25 mars 2007, c'était pour une raison très simple, c'était pour sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et si je l'ai fait, après un parcours que la plupart d'entre vous peut-être connaissent, puisqu'on me qualifie volontiers d'homme de droite, c'est parce qu'après avoir été dans des cabinets ministériels de droite, après avoir regardé la scène politique française, j'ai découvert que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, il n'y avait pas en France
de partis politiques qui proposaient, peut-être à la seule exception du PRCF, je le reconnais, il n'y avait pas de parti politique qui disait les choses comme elles sont et qui présentait les choses comme elles devraient être. C'est quoi les choses comme elles sont? La première, c'est ce qu'a dit François Mitterrand dans ses derniers jours de vie, après avoir passé 14 ans à l'Élysée. Il a expliqué à Georges-Marc Benamou: la France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. Ils sont voraces, les Américains. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Alors la première des choses que nous devrions nous poser comme question collective, c'est de savoir de quoi nous parlons. Quelqu'un qui a été chef de l'État pendant 14 ans, qui a eu la dissuasion nucléaire entre ses mains, qui, au soir de sa vie, au moment où il n'a plus rien à perdre, lâche le morceau, c'est-à-dire que nous avons affaire à une guerre qui nous est déclarée par la première puissance mondiale, dont le budget militaire représente à soi seul 50% du budget militaire mondial, c'est-à-dire que les États-Unis dépensent à eux seuls autant d'argent pour s'armer que l'ensemble des 192 autres pays membres des Nations Unies, eh bien c'est qu'il y a du souci à se faire. Et quelle est cette arme avec laquelle ils sont en train de détruire notre pays? Avec des guerres du troisième millénaire. Une guerre du troisième millénaire qui se passe non plus par des bombardements, ça c'est réservé au pourtour des empires, c'est réservé à la Syrie, à l'Irak, à l'Afghanistan, à la Libye. Non, les guerres entre pays développés se font désormais par des guerres du troisième millénaire où l'on agit par les médias, qui sont les armes dans cet univers, et les cibles, eh bien, ce sont vos cerveaux. Il s'agit de changer le logiciel que nous avons dans la tête. Il s'agit de faire des Français des Anglo-Saxons. Il s'agit de faire des Grecs des Anglo-Saxons. Il s'agit que nous perdions jusqu'à nos propres repères. Je présentais dans une conférence hier à Marseille l'évolution invraisemblable, quand on y réfléchit, quand on la regarde minutieusement, des timbres français ou des plaques d'immatriculation française, où tout est fait pour que progressivement on retire de la tête des Français qu'ils sont des Français. Alors face à ça, eh bien, il faut réfléchir à quel a été le modus operandi. À partir du moment où, suite aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, Staline, d'un côté, Roosevelt de l'autre, se sont partagés l'Europe, eh bien, les Américains sont arrivés à pas de loup. Ils n'ont pas fait dans la... Enfin, Staline ne faisait pas, lui, dans la dentelle. Il imposait des dictatures dans le camp qui lui avait été échu, brutalement. Les États-Unis ont agi autrement. En 1949, ils ont créé l'OTAN, qui est la façade militaire d'une domination coloniale qui s'est imposée sur l'Europe occidentale. Et à partir de 1950, par leur agent traitant, Jean Monnet, et par Robert Schuman, qui était, on le sait maintenant, financé par la Syrie, ils ont imposé une construction européenne, mais c'est un jeu sur les mots. Ça n'est pas une construction européenne. Il faut se sortir ça de la tête. Il s'agit d'une colonisation américaine. Je le dis d'autant plus que j'ai un fils, figurez-vous, qui a 14 ans. Et l'année dernière, je suis allé à la réunion des parents d'élèves. Et le professeur disait, l'année prochaine, vos enfants, disait-il aux parents, pourront suivre une classe européenne s'ils le souhaitent. Alors j'ai levé la main. Et j'ai dit, mais c'est quoi, madame, une classe européenne? Et elle m'a répondu, ben, c'est une classe où tous les enseignements sont donnés en américain. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prétendue construction européenne, œuvre de vassalisation américaine, s'est imposée de façon subreptice et intelligente, ô combien intelligente. Les Américains ne pouvaient pas imposer des régimes à leurs bottes dans la partie occidentale du continent qui était connue pour sa démocratie, et où de surcroît il y avait, notamment dans les pays de tradition catholique romaine, de forts partis communistes, le Parti communiste français qui a atteint 27% des voix, le Parti communiste italien. Donc dans ces conditions, on ne pouvait pas aller facilement.
Et il fallait donc avoir des pères porteurs, des marionnettes, comme on a actuellement des marionnettes en Afghanistan, par exemple, ou comme on en a en Irak. Il fallait avoir des marionnettes qui s'appelaient Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, qui porteraient un projet comme s'il était d'origine européenne, alors qu'en fait il avait été conçu outre-Atlantique, avec une volonté très particulière, qui est la mise en place de ce que j'explique dans une de mes conférences, d'un stratagème qui est connu dans toutes les écoles de guerre, qui est le stratagème chinois, dit stratagème des chaînes. Plus il y aura de pays dans la construction européenne, et plus ce sera ingérable. Et plus nous arriverons à un autoblocage qui permettra en fait à l'hyperpuissance de tirer les ficelles. C'est exactement ce que Charles de Gaulle avait découvert et expliqué dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, où il expliquait que dans ces conditions, il y aurait un fédérateur extérieur à l'Europe, mais qui ne serait pas européen. Alors, dans ces conditions, que faire? Eh bien, nous, et si j'ai créé l'UPR, et si un grand nombre de personnes, enfin un nombre significatif maintenant d'adhérents nous ont rejoints, c'est parce que nous nommons l'ennemi, comme le conseillait Charles de Gaulle dans son discours du 28 décembre 1940. Nommons l'ennemi, c'est-à-dire que nous disons que d'abord et avant tout, il faut sortir de cette construction européenne. Il faut la dénoncer pour ce qu'elle est. Il faut expliquer que toute construction européenne, quelle qu'elle soit, ne pourra mener qu'à une dictature. D'ailleurs, toute l'histoire de l'Europe sur 2000 ans l'explique. Donc c'est ceci que nous expliquons. Nous expliquons aussi au passage que pourquoi faudrait-il construire l'Europe au moment où il y a l'Organisation des Nations Unies, au moment où il y a le Conseil de l'Europe qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, au moment où nous sommes en contact avec des pays du monde entier? Pourquoi est-ce que l'on doit construire l'Europe? Parce que maintenant, il s'agit d'entrer dans cette théorie voulue par les Américains, qui est celle du choc des civilisations. Avec un empire, je vous renvoie aux écrits de Samuel Huntington, avec un empire euro-atlantiste, ce que Huntington appelle la civilisation judéo-chrétienne, qui a vocation à s'opposer au reste du monde et avoir une volonté prédatrice sur les ressources, notamment les ressources minérales en hydrocarbures du reste du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord d'un sujet éminemment géopolitique et d'un sujet éminemment politique, puisqu'il s'agit en effet de la destruction de notre pays. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons créé un programme qui reprend très exactement celui du Conseil national du CNR, dont je suis d'accord avec tout ce qui a pu être dit ici par mes partenaires, en insistant sur 2 ou 3 éléments quand même. La première des choses, c'est que le CNR était un groupement qui regroupait des Français de toutes les origines et de toutes les convictions, y compris des Français de droite, y compris des Français qui étaient favorables à une économie libérale. Dans le CNR, il est question de l'alliance des patrons et des ouvriers. Il est question aussi de la grandeur de la France dans le programme du CNR, qu'il ne faut pas oublier. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui se sont alliés au sein du CNR étaient en désaccord sur plein de choses. Mais ils étaient d'accord sur une chose. Ils savaient qui était l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à faire alliance avec toutes les personnes ici présentes dans la mesure où nous sommes d'accord sur quelques points fondamentaux. Le premier point, c'est de sortir de l'Union européenne. Je crois que nous sommes tous d'accord. Le deuxième point, c'est de sortir de l'euro. Nous sommes tous d'accord. Il y a un article, l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui le permet. Le troisième point, de sortir de l'OTAN. Je crois que nous sommes tous d'accord également. Le quatrième point, c'est d'expliquer que nous ne pourrons pas mener à bien ce rassemblement s'il n'y a pas en effet un souci de justice sociale qui nous regroupe tous et qui nous rassemble sur ces grands idéaux qui ne sont pas spécialement finalement de gauche, qui sont ceux sur lesquels se sont regroupés plus de 80% ou 90% de la population française dans cette espèce de France idéale dans laquelle nous avons vécu pendant les 30 glorieuses. Et puis, il y a un cinquième point, c'est la hiérarchie de priorité. Nous devons écarter délibérément tout ce qui nous divise. Nous devons mettre de côté tous les clivages droite-gauche artificiels qui actuellement sont plus
Et le sixième et le dernier point, c'est que nous voulons respecter les Français en arrêtant les ambiguïtés politicardes des uns et des autres. Moi, j'ai connu les gens du RPR, de l'UMP. Eh bien, le RPR et l'UMP ne sont plus des partis gaullistes. De même que le Parti communiste français n'est plus un parti communiste. Toutes ces forces ont été infiltrées par des forces européistes. Et nous sommes prêts à faire alliance là-dessus, à condition que nous soyons tous d'accord sur ces points. Et je terminerai en disant que le Front National, que Debout la République, que le NPF, le RPF que j'ai connu, mais le MRC, mais le Front de gauche, mais le NPA et Lutte ouvrière ne sont pas d'accord avec ce que nous venons de dire parce qu'ils veulent tous rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Et c'est de ça, et c'est contre ça que nous devons nous battre tous comme les Gilles du MPEP. D'abord, je voudrais dire à quel point je suis enthousiaste de la soirée de ce soir. Je pense qu'elle est historique, pas pour se gargariser de mots. Elle est historique parce que ça fait 5 décennies, à mon avis, qu'on ne parle plus ce discours. Ça fait 5 décennies qu'on ne parle plus d'indépendance nationale, de souveraineté, des conditions mêmes qui sont les prérequis de notre démocratie, ce qui est un scandale. Voilà, on n'en coupe pas. Et c'est tout à fait étonnant que ça fasse 5 décennies qu'on n'en parle plus. Et ce soir, de nouveau, on en parle. On en parle avec des acteurs tout à fait différents, ce qui est instructif en fait, parce que si jamais nous arrivons à retrouver notre souveraineté, il est bien évident que le PRCF, par exemple, et l'UPR ne seront pas des amis politiques, ils se combattront politiquement. Mais dans le cadre d'une démocratie et un système de partis qui se combat sur des bases politiques, sans souveraineté, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de se battre pour le pouvoir principal si le pouvoir principal ne décide de rien. Il faut donc un espace de souveraineté pour qu'un combat politique puisse avoir un sens dans une démocratie. Eh bien, il y a ici ce soir des gens qui ont l'esprit de responsabilité assez poussé pour, malgré leur opposition politique, se dire que le prérequis des prérequis pour tout combat politique, c'est restaurer et récupérer la souveraineté. C'est une logique de base qu'on devrait donc tous savoir. Donc ça devrait faire 5 décennies qu'on combat l'Union européenne, qu'on veuille sortir de l'OTAN toujours et qu'on récupère tous les espaces de souveraineté qu'on puisse avoir en économie, au niveau stratégique, militaire. Ça devrait être des évidences. On ne devrait même pas avoir à en parler. Or, ça fait 5 décennies que tout cela a été abandonné par tous les partis politiques. Donc je pense que cette soirée est historique. Et je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ce que disait M. Asselineau. Tout a été dit avec tous les intervenants ici ce soir. C'est également pour ça que c'est enthousiasmant. Mais c'est M. Asselineau qui a insisté sur le côté américain du danger qui nous menace. C'est intéressant de le souligner parce que c'est tout à fait une vérité. Toutefois, il faut quand même se demander pourquoi, et c'est la question que je pose, pourquoi toutes les puissances européennes ont accepté de passer sous les fourches codines de la puissance américaine. Quel était leur intérêt? C'est-à-dire qu'il y a des enjeux, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas juste parce que ce sont des traîtres, ou moi je ne crois pas au bien ou au mal, donc ce n'est pas les forces du mal qui ont gagné. Donc c'est qu'il y avait des enjeux, des intérêts en jeu. Pourquoi ces puissances européennes ont accepté de supprimer les espaces de souveraineté? L'enjeu en fait, c'est la souveraineté populaire. Et je pense, enfin en tout cas, je ne vais pas donner la réponse puisque je pose la question. Oui, donc Lucien Ponce du MPEP. Et voilà, je suis très heureux et très fier et très content d'être là ce soir parmi vous, pour une raison très simple, c'est qu'il me semble que le danger est grand,
que le fait de perdre notre souveraineté nationale est la principale chose à laquelle nous devons penser et qu'il me semble très important, très important, de dépasser les différences qui peuvent exister entre nous. Ça a été dit par tous les intervenants et je les salue, je les remercie encore pour avoir tenu ce langage. Je ne voudrais pas, à aucun moment, c'est fragile cette alliance. Il va y avoir des gens alentour qui vont se précipiter pour trouver telle ou telle faille. Il va y avoir des gens à gauche, et je pense qu'à droite ce sera pareil, pour traiter, on les connaît ces mots-là, hein, rouge-brun, traître, etc. C'est des choses qui volent très vite et très fort et qui font très mal. Je ne voudrais pas que nous, en sortant de cette salle, nous avons quelque chose qui nous unit. Ça a été dit précédemment, je veux le redire. Je pense que ça peut être un événement historique, je n'en sais rien, il ne faut pas non plus avoir les chevilles qui enflent. C'est quelque chose d'important, me semble-t-il. Si ces choses-là réussissent, ça peut aussi se répandre très rapidement dans la population, parce que l'idée de résistance, l'idée de CNR, l'idée de tout ce qui a été donné à cette époque est fondamentale. C'est fondamental de savoir que la sécurité sociale, on peut encore la sauver. C'est fondamental de savoir que les délocalisations peuvent être arrêtées si jamais on se réintroduit dans les comités d'entreprise. C'était bien le cas dans le programme du Conseil national de la résistance. Ça a été dévoyé, bien sûr, puisque les choses n'ont pas été possibles. Les grands patrons, qui aujourd'hui, on a dit, c'était les ancêtres du MEDEF, ont vite fait de récupérer leurs billes. Pourtant, ils avaient trahi. Ils avaient tous choisi Hitler à la nation française. Il y a eu les lignes ouvertes, il y a eu plein de petites choses comme ça, grandes choses. On a donné, par exemple, les cartouches pour les fusils, celles ne correspondaient pas aux fusils, et après on a dit que l'armée française était nulle. Donc je ne sais pas s'il y a eu complot, je ne sais pas si ça a été voulu, mais en tout cas il y a quand même des choses qui n'ont pas été très jolies. Et essayons aujourd'hui, devant l'enjeu, de ne pas mettre des choses qui nous diviseraient. Il y en aura toujours, et c'est fragile. Et moi ce que je voudrais dire ici, c'est, je pense que tout le monde est d'accord, c'est d'appeler, bon je crois que les intervenants qui sont à cette table, je les remercie tous, de faire cette démarche. C'est très courageux. C'est très courageux, mais c'est dans l'urgence absolue. Et je voudrais que nous ayons tous conscience ici qu'il faut absolument protéger ces personnes. Protéger ce qu'ils font, parce que c'est fragile. Alors, de grâce, ne faisons pas quoi que ce soit, quelques petits éléments qui soient, qui puissent laisser penser qu'il y a une petite faille, etc. Je pense qu'ils sont tous de bonne volonté. Je pense qu'ils ont tous eu le courage de faire cette démarche et je les en remercie une nouvelle fois, parce que c'est pas facile. Voilà. Je m'appelle Magali Pernin, je suis une blogueuse, peut-être que certains me connaissent. Mon blog c'est Contre la Cour, je travaille sur la gouvernance économique européenne. Plus fort. Donc je disais que j'étais blogueuse, je travaille sur la gouvernance économique européenne, mon blog s'appelait Contre la Cour. Ma question va être toute simple. Déjà pour vous dire que je suis très satisfaite et même très émue de voir ce soir les gens se réunir et de dépasser enfin les clivages gauche-droite. C'est ce que j'essaie de faire depuis quelques mois. Je connais des gens du POI d'ailleurs, je voulais les saluer parce que le POI n'est pas représenté à la tribune, mais il lutte contre l'Union européenne depuis plusieurs années. Voilà. J'avais juste une... Excuse-moi, juste dire que le POI était invité à cette tribune, mais que pour le moment il n'a pas souhaité y être. C'est la raison de son absence à cette tribune. Et on le salue effectivement sa présence dans la salle. Tout à fait. Juste ma petite question, c'est de savoir qu'est-ce que ça va donner concrètement ce CNR. Vous êtes tous pour la sortie de l'Union européenne, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas si simple. Il faut réunir une majorité de Français. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider? Et j'ai juste une petite question. Actuellement, les États européens et le Parlement européen est en train de négocier de nouveaux règlements européens, ça s'appelle le Tupac. Il y a une mesure qui doit tous nous sensibiliser, une nouvelle mesure qui doit tous nous sensibiliser, c'est qu'à partir de l'année prochaine, si ce Tupac est adopté, tous les États européens devront transmettre leur projet de loi de finances à la Commission européenne, donc elles transmettent un avis dessus, avec la possibilité d'émettre un veto, si elles considèrent que ce projet de loi de finances est dangereux. Voilà. Donc j'aimerais savoir, par exemple, sur cet exemple concret, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour lutter? Oui, je voulais dire qu'au niveau du CNR, il était prévu
que les médias deviennent indépendants et forces financières. Et je voudrais ici faire la démonstration, peut-être je vais me planter complètement, qu'effectivement c'est nécessaire. Y a-t-il dans la salle des journalistes du groupe Lagardère? Oui. Y a-t-il dans la salle des journalistes du groupe Bolloré? Monsieur, il y a mieux que ça. Il y a un ancien qu'on a tenté de corrompre qui a refusé. Y a-t-il dans la salle des journalistes du groupe Dassault? Alors effectivement, messieurs, vous allez avoir du mal. Parce qu'ils ne viendront jamais vous voir, ils ne font jamais compte rendu sur vos réunions. Et heureusement, il y a des blogueuses. Il faut que nous harcelions les médias. C'est dans l'air du groupe Lagardère. Il faut le harceler de mail et dire qu'il est inacceptable qu'on invite uniquement... Courriel, oui, alors excuse-moi. Il faut qu'on les harcèle. Ils sont payés par Lagardère, ils ne souhaitent pas que ça soit connu. Il faut leur dire qu'il faut qu'ils invitent plus large et pas simplement des bini-oui-oui ou légèrement opposants au courant général. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça marche là? Bon, donc voilà, nous en sommes donc au deuxième temps, il y a eu des questions et il y a à nouveau 8 à 9 minutes par intervenant. Donc François, comme prévu, c'est votre tour. Il n'y a pas de micro. Je répondrai peut-être au tout dernier intervenant en lui disant qu'en effet, je pense personnellement que dans la situation de la politique française, un excellent critère pour savoir si nous avons affaire à des résistants ou à des collabos, c'est de voir leur traitement médiatique. Je pense que c'est en effet le bon critère. Je signale au passage que puisqu'il parlait du groupe Lagardère, 60% du capital de Lagardère est détenu par des fonds de pension étrangers, notamment américains. Donc il faut bien vérifier aussi, c'est comme Bouygues, quand on dit « Ah, Sarkozy est copain avec Bouygues, c'est pour ça qu'il passe sur TF1 », bon bah Hollande il passe aussi sur TF1 parce qu'en fait, il y a 20% du capital de Bouygues qui est détenu par American Funds, qui est un des très grands fonds de pension des fonctionnaires de l'État de Californie. Donc c'est pas Bouygues, il faut regarder au-delà qui détient le capital de ces entreprises qui détiennent elles-mêmes le capital des médias français. Je voudrais en profiter pour lever peut-être une petite ambiguïté qui plane dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui sont ici, et je me félicite comme vous d'ailleurs de cette réunion, c'est que quelqu'un a dit tout à l'heure que sans doute que lorsqu'on aura rétabli la démocratie, l'UPR s'opposera au PRCF. D'abord c'est faire peu de cas de l'estime et de l'affection même que j'éprouve pour Georges Gastaut et pour les gens du PRCF pour qui j'ai vraiment la plus grande estime, j'espère que c'est réciproque d'ailleurs. Deuxièmement, c'est aussi pour signaler que, contrairement peut-être à l'image que certains d'entre vous ont du mouvement politique que j'ai créé, c'est un mouvement qui est tout sauf à droite. D'abord, nous avons une majorité, actuellement ce soir, on a dépassé ça tombe bien, les 1944 adhérents. Et deuxièmement, j'insiste au passage sur le fait que nous sommes, je crois, le seul parti politique français qui donne les vrais chiffres. Parce que quand vous voyez que Madame Boutin, par exemple, revendique 9500 adhérents à un parti dont vous devez même ignorer l'existence, qui est le Parti chrétien-démocrate, en fait, il faut diviser par 100. Alors, je voudrais dire que sur les 1944 adhérents que nous avons ce soir, il y a probablement, il y a plus de 90% de nos adhérents qui ne sont pas, qui sont des primo-adhérents, et il y en a une majorité, on a pu en voir d'ailleurs un éventail parmi ceux qui ont posé des questions qui sont d'horizons très différents, et il y en a une majorité qui viennent de la gauche. Et je voudrais dire, je pense que je suis toujours dans le cadre de mes 8 minutes, je voudrais dire que nous avons présenté j'ai présenté un programme que vous trouverez ici, ceux d'entre vous que ça intéresse,
qui, je suis désolé de le dire, est un copier-coller du CNR, et notamment reprend pour toute une série de secteurs les uns après les autres les termes mêmes du programme du CNR. En particulier, puisqu'on parlait de l'éviction des féodalités économiques, notre programme prévoit la renationalisation de TF1, par exemple, prévoit également une refonte complète du CSA, prévoit une renationalisation, une interdiction de nationalisation d'EDF, de GDF, des autres sociétés d'autoroutes, des réseaux d'adduction d'eau, des réseaux de téléphonie de façon générale, prévoit la nationalisation de toute banque qui bénéficierait de fonds publics, prévoit une refonte complète du Conseil constitutionnel qui est un déni de démocratie, prévoit d'inscrire dans la Constitution française qu'il y a des services publics qui sont publics par nature, prévoit d'inscrire dans notre Constitution la sécurité sociale et la retraite. En d'autres termes, je ne vais pas ici vous exposer tout notre programme, mais je suis un peu frappé de voir que certains postulent que l'UPR est un parti qui serait de droite, et donc avec lequel il faudrait bien composer. Non, nous nous sommes vraiment profondément inspirés de l'état d'esprit du CNR, qui était un état d'esprit, d'ailleurs l'un des intervenants l'a rappelé tout à l'heure, il y avait des gens qui venaient de tous les horizons. Et si nous voulons avoir une alliance, il ne faut pas commencer par postuler qu'on exclut les gens. Nous, les gens que nous voulons exclure, ce sont les gens qui sont des collabos, les collabos de l'Empire qui veut nous écraser. Mais tous ceux qui sont en résistance, eh bien, sont les bienvenus dans la mesure où nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et c'était ça le CNR, puisque le programme du CNR, dans sa première partie, c'est justement tous ceux qui veulent chasser les Allemands et qui veulent traduire en justice tous ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne. Tout à l'heure, mon collègue Jean-Luc Pujol faisait remarquer qu'il faudra bien un jour demander des comptes, en effet, à tous ceux qui nous ont entraînés là, y compris à ceux qui ont violé le référendum de 2005. Et là, nous sommes totalement d'accord avec lui. Bon, alors je crois que c'est à moi donc de répondre au nom du PRCF. Tout d'abord, évidemment, je suis touché par ce que vient de dire François Asselineau. Évidemment, au niveau des relations personnelles, nous arrivons de plus en plus à discuter, à approfondir ce dialogue, qui est un dialogue non seulement entre forces politiques, mais entre Français de bonne volonté qui veulent reconquérir l'indépendance nationale et faire avancer la cause du progrès social. En même temps, eh bien, c'est avec beaucoup d'estime justement que je constate que François Asselineau tout à l'heure a à la fois fait monter cette exigence de l'unité et aussi, c'est très juste, poser un certain nombre de conditions, de points sur lesquels il faut discuter. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la fin de cette alliance, elle n'est pas bouclée si vous voulez, il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Nous sommes en train, ici, en public, de façon transparente, devant vous, de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. Et ce qui est historique, ce n'est pas de dire aux gens que tout est cuit, que tout est fait, que tout est ficelé, c'est justement qu'ils voient par eux-mêmes où sont les points d'avancée, où sont les points de convergence, je veux dire, où sont les divergences. C'est la discussion, c'est le débat démocratique ensuite qui fait avancer les choses, et finalement c'est vous qui êtes arbitre et qui êtes juge de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et je crois que ça c'est la bonne démarche, qui est effectivement celle de la démocratie participative, dont le terme figurait déjà dans le programme du Conseil national de la résistance. Et de ce point de vue, justement, je veux dire un certain nombre de choses qui montrent effectivement que les nuances, elles existent bel et bien, qu'il va falloir effectivement les travailler, et pour autant ne pas les occulter, car ce serait une mauvaise méthode que de pousser les contradictions sous la table et de faire comme si elles n'existaient pas, car demain nous nous rendrions compte qu'en fait nous avons construit sur du sable. Il faut construire sur du roc, et le roc c'est la vérité. Et donc, un certain nombre de choses ici que je voudrais dire tout de même. La première, effectivement, il a été fait référence tout à l'heure à Yalta, au partage du monde, auquel souvent le général de Gaulle faisait allusion par rapport à Staline et à Roosevelt.
Et je crois en même temps qu'il faut aussi avoir en tête ce que De Gaulle disait également en 1966 quand il allait à l'Union soviétique, à la barbe des Américains, en bravant les Américains, et peu après avoir mis l'OTAN à la porte de la France en 1965, ce que le Parti communiste français avait d'ailleurs chaleureusement approuvé. Il disait: la Russie soviétique, les Français savent qu'elle a joué le rôle principal dans leur libération. Et il savait aussi dire une chose très importante qu'il faut avoir en tête. Nous savons tous qu'il y a eu des problèmes plus que sérieux dans la construction du socialisme, sinon, eh bien, les choses ne se seraient pas conclues comme elles se sont conclues. Mais en même temps, il était très important de voir que si le programme du CNR a pu être signé, c'est à l'issue de quelque chose qui a autant d'importance dans l'histoire que la bataille de Valmy ou que la bataille de Marathon, par laquelle les Grecs de l'Antiquité ont arrêté un autre empire qui était à l'époque l'empire perse. C'est la bataille de Stalingrad, dans laquelle effectivement il n'y aurait pas eu le CNR. Cela étant, bien entendu, les questions restent posées sur la construction du socialisme, et c'est la discussion qui fera avancer les choses de ce point de vue-là. Le deuxième point, c'est cette question du clivage droite-gauche. Est-il dépassé ou pas? Le PRCF est une organisation communiste qui se réfère clairement à la gauche, mais en quel sens? Eh bien, quelqu'un dans les discussions de l'université du MPEP a fait avancer cette idée. Il y a ce que je dirais la gauche constituée et la gauche constituante. La gauche constituée, la gauche établie, effectivement, donc si c'est le Parti socialiste de M. Hollande, le PRCF n'a rien de commun avec elle, et très clairement par rapport à cette gauche qui est au pouvoir, nous sommes, disons-le très clairement, dans l'opposition populaire. Mais en même temps, bien entendu, nous sommes toujours fidèles à ce que j'appellerais les valeurs profondes de la gauche, en entendant par là la lutte pour la paix, pour la laïcité, pour l'égalité entre les sexes, la lutte pour le progrès social, la lutte pour une société débarrassée de l'exploitation capitaliste. Jaurès, si vous voulez, et tout ce qu'il signifie pour nous, reste toujours profondément présent dans notre cœur avec cette phrase qui disait que un peu d'internationalisme éloigne de la patrie et que beaucoup d'internationalisme en rapproche. Cela étant, bien entendu, la question c'est que nous n'approchons pas les choses avec la même culture. Il faut apprendre aussi à avancer sur ce terrain-là. Est-ce que le CNR ou la mise en place de quelque chose d'équivalent, ça sera une occasion de transcender la lutte des classes? Moi je pense au contraire que ce sera une manière, finalement, à condition de bien comprendre ce que c'est que la lutte des classes aujourd'hui, de la porter à un niveau beaucoup plus large et beaucoup plus universel. Tout simplement parce que quand cette oligarchie financière de gens qui sont en train depuis des décennies d'écraser les peuples les uns après les autres vont se retrouver avec en face d'eux un bloc populaire important dans lequel il y aura des patriotes de toutes sortes qui vont en effet les serrer quelque part et leur mettre le couteau sous la gorge et leur dire rendez ce que vous avez volé et en particulier rendez-nous notre pays, eh bien ils vont évidemment résister de tous les moyens, par tous les moyens possibles. Et ce sera un affrontement comme on l'aura peut-être jamais vu sur le sol de ce pays. L'oligarchie, elle ne se laissera pas déposséder, il faudra la contraindre. Et de ce point de vue-là, nous aurons besoin demain encore de l'unité de tous les patriotes, quelles que soient les références idéologiques qui seront les leurs. Ce qui déterminera le côté duquel ils seront, ça ne sera pas la référence idéologique, ça sera tout simplement qu'ils seront du bon côté, du même côté que nous, du côté de la France, du côté du peuple, du côté de la mondialisation. Comme le disait Elsa Triolet, grande résistante s'il en fut, les barricades n'ont que deux côtés. Par ailleurs, il est important également d'insister sur ce qui a été dit par plusieurs, sur ce contenu clairement anti-impérialiste, anti-fasciste, anti-raciste, dans la fidélité à ce qu'a été le CNR, de la construction qu'il est nécessaire de mettre en place dans ce pays pour qu'il n'y ait aucune confusion possible avec ce Tea Party à la française qui est en train de se mettre en place sur des bases xénophobes qui ne sont que l'ombre portée de l'autophobie nationale de la classe dirigeante de ce pays. La xénophobie, c'est aussi une manière d'exacerber la haine de soi qu'il y a à l'égard de la France dans ce pays de la part de la classe dirigeante. Et notamment ici, ça signifie un certain nombre de choses.
Aucun compromis possible avec le racisme, aucun compromis possible avec la xénophobie, aucun compromis possible avec quelque stigmatisation que ce soit de nos compatriotes musulmans, comme c'est trop souvent le cas avec la confusion qui est faite entre l'intégrisme politique et l'appartenance à une confession. François Asselineau l'a d'ailleurs très bien dit tout à l'heure également, et d'autres aussi. Et notamment, ça veut dire également sur le plan social que l'indépendance nationale, ça doit être lié dans le cœur de notre peuple, dans les luttes sociales qu'il mène à l'heure actuelle, à l'abrogation des contre-réformes qui ont été mises en place depuis l'adoption du traité de Maastricht en 1992 et qui ont petit à petit contribué à détruire le contenu même de la sécurité sociale, des retraites par répartition, avec en particulier l'annulation de la retraite à 60 ans, telle qu'elle a été mise en place par le précédent gouvernement et qu'elle est en réalité confirmée par le gouvernement actuel. Abrogation donc des contre-réformes, pour nous c'est un point extrêmement important. Enfin, dernière chose, il est vrai que de par leur positionnement, un certain nombre de partis de droite qui ont été signalés tout à l'heure, mais également se réclamant de la gauche, et qui sont en fait des partis favorables à l'Europe, s'excluent par eux-mêmes de cette construction, tout au moins, mais là je crois que la nuance est de grande importance, du point de vue des dirigeants. Par exemple, tout à l'heure, et je le salue dans la salle, eh bien, le jeune secrétaire de la section du Parti communiste français d'Aix-en-Provence est venu ici même me saluer. Il est présent parmi nous, il fait l'effort de venir écouter. Je ne sais pas s'il est d'accord ou pas avec ce qu'il entend, mais il est là. Et pour moi, il est évidemment exclu de ne pas discuter avec tous ces militants qui, j'en suis convaincu dès aujourd'hui, sont tout à fait capables de comprendre que pour sauver notre pays de la décadence, du déclin et de la mort, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'OTAN, que tous les communistes, tous les vrais communistes, et au-delà, tous les vrais patriotes, tous les vrais progressistes, qui peut-être aujourd'hui sont minoritaires encore sur ce thème, seront majoritaires parce qu'après les 50 milliards d'euros qu'on va nous prendre dans la poche, et l'année prochaine autant, et l'année prochaine ensuite, il sera de plus en plus difficile à la porte des usines d'aller raconter aux gens, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, que l'euro est notre monnaie et que l'Europe est à nous. Demain, dans les usines, ceux qui continueront à dire cela se feront jeter, tout simplement. On le connaît historiquement. C'est à partir quand même d'éléments assez importants qui s'est constitué, et principalement à partir de l'organisation syndicale dont Benoît Frachon était le dirigeant. Je crois que c'était nécessaire, si je rappelle cela, c'est que le mouvement, quand la grève insurrectionnelle s'est déclenchée, c'est bien à partir du lieu où les salariés sont exploités. Donc pour revenir à l'étape actuelle, avec le Front syndical de classe. Parmi vous, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une association, et non pas un syndicat, qui a été créée par des militants CGT et de la FSU. Je ne dirai pas comme en bout de table le nombre qu'on est, parce que peut-être que ce soir, il y en a qui vont encore adhérer, donc je dirai un chiffre qui est faux, je préfère attendre après le soir. Mais sachez quand même une chose, c'est qu'au sein du Front syndical de classe, il sera plus facile de parler d'unité, puisque au sein du Front syndical de classe, on retrouve toutes sortes de femmes et d'hommes qui appartiennent à différents partis politiques et à différentes organisations syndicales. Donc je ne sais pas si j'arrive à le faire comprendre, pour nous, de faire passer ce courant sera certainement plus facile, et il y aura certainement beaucoup moins de tiraillements, et on n'aura pas besoin, comme l'a dit un de nos camarades, de faire les blogueurs. Ce sera directement sur le terrain avec nos tracts, au niveau des ateliers, des bureaux, et dans notre section de retraités, on va apporter bien sûr cette parole. Et je crois que ce sera plus facile. Ceci étant, il y a quand même des revanchards, et je vais terminer sur 2 points. La CGT ne sortira pas de l'Union européenne, comme l'a dit son secrétaire général. Et quand je parle de la CGT, je ne parle pas des militants de terrain qui se battent tous les jours. Il faut bien faire la différence entre cet appareil national qui est bien souvent à Bruxelles plutôt que sur le terrain où on est exploité,
qui dit « Nous ne sortirons pas de l'Union européenne pour une raison essentielle, c'est que le Front National demande aussi de sortir de l'Union européenne. » Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et oui. Et c'est les éléments qu'ont avancé dernièrement donc, pour l'organisation syndicale. Donc vous voyez où va être le débat pour le 50e congrès qui va se tenir au mois de mars. Ça va forcer. Et par ailleurs, les revanchards. Sachez que notre président, Roger Sylvain, ancien secrétaire général CGT de chez Renault, était donc présent en 68. Dernièrement, on parlait qu'il y a de la revanche dans l'air, mais elle existe toujours. Je tiens à citer surtout et à dénoncer les petits-enfants de Louis Renault qui ont voulu réhabiliter tout ce qui s'est passé. C'est quand même, dans une France actuelle, quand même scandaleux de voir le peu de personnes qui ont soutenu cette action. On a gagné avec Roger, on a gagné avec Annie Lacroix sur ce domaine. Ils ont été à tel point, je vois mon camarade de Limoges, avoir arraché la photo au musée de Radour-sur-Glane, où on voit Louis Renault, en tant que saint et propre collaborateur, serrer la main d'Hitler et dire qu'il faut l'enlever, parce que ça va ternir l'image de la France. Mais où peut-on en arriver, dans ces cas-là, à permettre des choses pareilles? Ça, c'était un des points que je voulais rappeler quand même. Et sur le dernier point, c'est qu'on a parlé du Conseil national de résistance. On a souvent oublié de citer celui qu'on appelait Max, quand même, qui est Jean Moulin, et qu'il ne faut pas oublier. Il a dit on m'a torturé, je vais mourir, mais certainement, je n'ai rien avoué. Et je crois que je voudrais terminer sur ce point-là et vous dire merci de votre intervention, merci de vos applaudissements, et j'espère qu'on va vous compter très rapidement au Front syndical de classe. Oui, donc je termine ce tour de table pour les clubs Penser à la France, dire tout simplement que les clubs Penser à la France sont extrêmement honorés de participer à cette démarche. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les questions qui ont été abordées. Il me semble que l'important, ça va être de revenir peut-être à l'essence de ce rendez-vous ce soir. Je crois que ce qui doit nous rester à l'esprit, c'est essentiellement le constat que nous devons faire de la situation de la France aujourd'hui. Si nous sommes d'accord sur ce constat de faillite, sur ce qui menace aujourd'hui la France, c'est-à-dire le fait que la France est au bord de pouvoir disparaître, le contrat social français au bord d'être complètement remis en question, la nature de la France même complètement changée, si nous avons conscience de la gravité de cette situation, beaucoup des obstacles qui ont été soulevés ce soir disparaîtront tout aussitôt. Et donc, il me semble que nous devons d'abord réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle est le contrat social français, et il se trouve la France. Si nous comprenons exactement la situation dans laquelle nous sommes, qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour réagir, nous comprendrons alors que ce qui se passe ce soir, la capacité que nous avons, que quelques hommes, que vous avez en vous déplaçant ce soir, la capacité que nous avons à dépasser nos différences respectives pour tout simplement réaffirmer notre croyance dans le modèle français, cela est porteur de beaucoup d'espérance. Concernant le CNR, je crois que ce qu'il faut comprendre sur les difficultés qui ont été soulevées ce soir, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de faire un copier-coller du CNR. Il s'agit simplement de se rapproprier l'esprit du CNR. C'est cet esprit-là qui a fait battre le cœur de la France, et c'est cet esprit-là qui doit aujourd'hui nous habiter. Donc pour nous, les clubs Penser la France, nous sommes extrêmement heureux de participer à cette initiative. Je pense qu'elle a vocation à rencontrer les Français. Maintenant, c'est toujours la même question. Aurons-nous la force de dépasser nos propres différences? C'est tout l'enjeu. Et cet enjeu, c'est ce que je disais en introduction, passera par la capacité à analyser la profondeur et la gravité de la situation. Si nous comprenons que la France est menacée dans ses fondamentaux, alors à ce moment-là, nous aurons la capacité du sursis dans la tradition, la vieille tradition française. Merci. Pendant que j'étais pas là,
c'était l'autogestion, c'est super, on a avancé, hein, Sur un premier point, plusieurs intervenants ont évoqué un accord ou une alliance entre nous. Georges Garceau tout à l'heure a répondu, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans une phase, disons, qu'on peut qualifier d'exploratoire. C'est-à-dire, nous nous découvrons, nous nous parlons, nous commençons à nous parler. Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Les points de convergence, les points de divergence, et ce qui est nouveau également dans notre démarche, c'est que nous le faisons publiquement. Ce ne sont pas des réunions d'état-major dans des arrière-boutiques. Nous parlons le langage de la vérité devant tout le monde, devant vous. Et ce que nous essayons de faire, au-delà des convergences politiques et des relations que nous pouvons établir entre responsables des différentes organisations, c'est très important, les relations entre les personnes. Ce que nous essayons aussi de découvrir et en même temps de bâtir, c'est les relations des militants entre eux. Parce qu'ici, il y a des militants de différentes organisations, des organisations qui sont présentes ici à la tribune, mais également d'autres organisations, des militants du Parti communiste, des militants du Parti de gauche, des militants de Debout la République, il y en a, des militants d'autres organisations, et des personnes qui ne sont pas militantes, pour le moment, espérons-le. Eh bien, l'intérêt de notre démarche, c'est aussi de voir si nous sommes capables, entre militants, de nous parler, de nous comprendre, pour ensuite, le cas échéant, faire des choses ensemble, à l'échelle nationale, mais également à l'échelle des départements. Sur un deuxième point, et donc cette alliance, cet accord, eh bien, on verra comment les choses évoluent dans les semaines et les mois qui viennent. Pour ce qui concerne le MPEP, nous avons un congrès au mois de janvier où nous prendrons la décision. Nous déciderons ce que nous faisons. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris de décision. Nous parlons, nous écoutons, nous observons et on fera notre choix en janvier. Mais, quel que soit ce choix, eh bien, après, on ira à 100 l'heure, on ira, on foncera. Et j'espère que nous ferons, que les adhérents du MPEP feront le bon choix. Alors, deuxième point, sur la question du clivage gauche-droite. Moi, je comprends parfaitement que des gens, ça a été dit, s'interrogent sur ce clivage. Parce que quand on regarde l'image que le Parti socialiste donne de la gauche, d'ailleurs pour nous, le Parti socialiste n'est pas un parti de gauche, c'est tout à fait évident. Ce clivage ne doit pas disparaître, évidemment, selon le contenu qu'on y met. Nous sommes pour la disparition du système capitaliste. Voilà. Nous sommes pour un socialisme du XXIe siècle. Donc, certains considèrent que c'est plutôt à gauche comme position. Eh bien, nous pensons que ce n'est pas forcément une mauvaise appréciation. Alors, nous souhaitons conserver ce positionnement politique, mais ça ne veut pas dire que dans la mesure où nous travaillons avec des organisations qui ne se qualifient pas de droite ou de gauche, que ça nous pose un problème, ça ne nous pose aucun problème. Simplement, il ne faut pas nous demander de devenir ce que nous ne sommes pas et que nous ne voulons pas devenir. Voilà, les choses sont tout à fait simples pour nous. Et puis, j'ajoute un point, plus particulier sur le commissariat au plan, quelqu'un a demandé. Évidemment, je crois qu'ici, si on est fidèle
l'esprit de la résistance, au programme de la résistance, nous sommes tous favorables à la remise en place d'un commissariat au plan. Il faudrait qu'on discute, d'ailleurs, ça va faire partie des discussions programmatiques que nous allons aborder dans quelques semaines, évidemment, puisque là, nous allons commencer à discuter des questions de programme entre nous pour voir quels sont justement ces points. Je termine en disant que tout le monde doit se renforcer. Tout le monde. L'UPR doit se renforcer. Les clubs Penser la France doivent se renforcer. Le PRCF doit se renforcer. Le Front syndical de classe doit se renforcer. Le MPEP doit se renforcer. Pourquoi? Parce que nos différences intéressent un spectre très large de la société. Chacun doit jouer sa partition. Et si nous voulons rassembler, nous devons nous renforcer les uns et les autres à partir de ce que nous sommes les uns et les autres. C'est une des conditions du succès. Et donc, je pense que l'on peut, moi, du point de vue du MPEP, je voudrais donc terminer sur cet appel à ceux qui, ici, ne sont pas engagés, ou qui sont engagés en dehors des organisations présentes ici. Je voudrais lancer un appel à rejoindre les organisations représentées ici en fonction de vos sensibilités. Et si on commence à agir de cette manière-là, eh bien, il y aura une dynamique qui se développera dans le pays. Normalement, il m'appartient de prononcer des mots de conclusion qui ne sont évidemment pas rédigés à l'avance, même si mon ordinateur est ouvert, mais il est ouvert sur autre chose. Tout simplement, peut-être comme ça à chaud, dire que on vient de franchir un pas aujourd'hui, ce qui a été dit par les uns et par les autres, que la route va être longue, que les tentations vont être fortes pour que ce projet ne voit pas le jour, parce qu'il ne s'inscrit pas dans les traditions, il ne s'inscrit pas dans la culture, dans les points de repère actuels des uns et des autres, et qu'il va nécessiter effectivement à la fois du courage, à la fois de la persévérance et une capacité d'écoute et de respect qui n'existe pas dans le monde politique aujourd'hui, où même derrière, malgré des alliances, la guerre fait souvent rage pour savoir qui est celui qui tient le leadership, et pardonnez-moi cet anglicisme mal placé, pour terminer ce meeting. En tout cas, c'est fait exprès, je le fais 2 fois au moins, ça réveille cette rencontre, ce débat public. Et que donc on va avoir, comme le disait Jacques, je le dirais avec peut-être d'autres mots, on a besoin de tous et de chacun. C'est-à-dire que il faut en parler autour de vous, partout, dans toutes les circonstances. Il faut soumettre l'idée, il faut éveiller les esprits sur cette question, il faut tester, il faut voir, il faut ramener ça dans ces organisations, évidemment. Ce sera le congrès du MPEP. J'imagine que dans d'autres organisations, il y aura aussi des lieux de décision avec des discussions, et il faudra se nourrir les uns les autres avec toutes les réactions que nous aurons recueillies. Et puis voilà, et c'est la fin de l'université d'automne du MPEP, c'était la 5e. Elle se clôture avec la fin de cette rencontre publique. Eh bien, je crois qu'on ouvre une nouvelle période peut-être, et d'une université d'automne l'année prochaine qui sera peut-être plus large justement que celle qu'on a organisée cette année. Merci à tous.